Donc, on va passer au prochain match qui opposera Marie-Pierre Revel et Gilbert Ferretti. La version simple versus double énergie dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire. Marie-Pierre travaille à l'hôpital Cochin et Gilbert travaille à Grenoble. Merci à tous deux. Allez, allez, vous êtes bien chaud? Marie-Pierre, j'ai aucun doute, elle est toujours remontée. Mais non. C'est toi qui commences? Je crois. Donc nous avons tiré au sort les ordres de passage, sérieusement. Et j'aimerais donc, par ordre de passage, Marie-Pierre, tu es OK? Ouais. Vous parler du scanner double énergie dans l'embolie pulmonaire et de vous parler du « enfin sans faute » pour l'embolie pulmonaire. Et j'aimerais parler, et ça a été nombreuses fois dit aujourd'hui, à tous les jeunes qui sont dans cette salle, en particulier les jeunes d'esprit, mais aussi les jeunes d'âge. Et pour ce faire, je vais donc m'associer à une équipe qui va essayer de persuader les plus jeunes d'âge qui ont connu ces petits charmants personnages. Alors la sémiologie de l'embolie pulmonaire a 25 ans, vous le savez. Martine Rémy et Jacques Rémy, qui étaient là encore ce matin, l'ont publié. Ça a été une révolution. Et vous connaissez tous la sémiologie qu'on applique tous les jours. Et on peut se poser la question aujourd'hui, et vous avez entendu tous les discours de la journée, si ceci est suffisant. Pourquoi ne serait-ce pas suffisant? Parce que vous savez que la recherche d'embolie pulmonaire s'accompagne de faux positifs, et je vous ai souligné en rouge les faux positifs liés à une opacification partielle des veines ou des artères pulmonaires, mais aussi de faux négatifs qui s'associent à une opacification insuffisante de l'artère pulmonaire ou à des embolies pulmonaires sous-segmentaires. Ceci sont des choses classiques, les autres éléments ne pouvant pas être corrigés par la double énergie. Et c'est là que votre ami Pikachu, pour les plus jeunes, je suis sûr que vous en souvenez, j'ai moi-même quelques enfants qui ont bien aimé Pikachu, et vous savez que Pikachu utilise, pour réussir ses missions, des doubles énergies, et vous avez ici plusieurs cartes double énergie magma, et enfin, encore une carte double énergie multicolore. Et donc, je pense que la double énergie doit pouvoir nous aider, comme elle a aidé Pikachu. Alors, vous avez vu aujourd'hui que cette double énergie peut être obtenue par de multiples techniques possibles. Je n'y reviendrai pas, le double tube, l'alternance du kilovoltage, le détecteur sandwich, le filtre à l'origine, mais également l'acquisition en 2 temps. Et donc, c'est une technique qui se démocratise et qui devient universelle, accessible à tout le monde, et non plus à quelques-uns, comme elle l'était jusqu'à présent. Vous avez tous compris qu'il était utile de reconstruire des images à 50 keV pour bien avoir des images diodes, des images à 130, 140 keV pour bien montrer des images, pour enlever les artefacts métalliques. Et donc, on a des cartes diodes. Et vous connaissez bien cette image double énergie qui vous permet de générer 2 éléments principaux, des images monochromatiques, des images de matériaux. L'une optimise le rapport signal sur bruit, l'autre permet de faire des images diodes, d'eau, de calcium, et elles sont donc utilisées, chacune pour des indications un peu différentes, l'une pour faire des cartographies iodées du volume sanguin et donc de la perfusion pulmonaire, et vous arrivez donc à ajouter une dimension fonctionnelle au scanner, et l'autre à optimiser l'opacification des artères pulmonaires. Alors, le docteur Revel, que j'ai à côté de moi, avait fait une magnifique interview déjà à l'automne, où elle racontait beaucoup de choses et où son point de vue était beaucoup moins tranché qu'aujourd'hui. Vous voyez qu'elle avait une solution très politique, et je me suis bien sûr inspiré de sa présentation dans ce petit papier pour rédiger ce cours aujourd'hui. Juste pour vous montrer un exemple de l'intérêt de la double énergie, regardez cette image qu'on doit à notre ami Emmanuel Koch, qui travaille à Bruxelles. Vous avez ici une embolie pulmonaire, l'opacification... Bruxelles, pardon. Bon, ça dépend où on habite. Une image d'embolie pulmonaire relativement mal injectée. Vous voyez que la reconstruction en image moyenne vous montre une opacification médiocre des artères pulmonaires. Par contre, l'image en dessous vous montre très bien un défect perfusionnel localisé. Vous reconstruisez maintenant ce qui est possible, une image avec un bas kV, ici 45 keV, et vous voyez apparaître parfaitement au bout de la flèche jaune l'embolie pulmonaire, et donc vous faites le diagnostic guidé par l'anomalie de la perfusion pulmonaire. Avance encore, avance d'une.
Vraiment, les modérateurs, ils sont pas très sympas d'avoir rajouté cette diapo à l'insu de Gilbert. Ouais, c'est vraiment... Bon, alors... Pas d'où elle sort, celle-là. Pourquoi rajouter quelque chose? Je ne comprends pas. Alors, moi, je vais vous expliquer que le scanner double énergie, c'est typiquement la fausse bonne idée. Alors, je précise pour l'embolie pulmonaire. Hein, je ne dis pas que universellement, c'est la fausse bonne idée. Pourquoi? D'abord, argument d'autorité. Hein. Moi, l'embolie pulmonaire, ça me connaît. J'ai fait plein de papiers là-dessus. D'ailleurs, je vous le prouve. Voilà. Mais, cher public, j'ai trop de respect pour vous pour m'en tenir à un banal argument d'autorité. On sait que c'est complètement naze, ces arguments. Et donc, j'ai intensément réfléchi. Et je résumerai mes arguments sous l'acronyme ICAR. Alors, juste, vous voyez un peu le niveau de référence culturelle, Pikachu. La mythologie. Petit rappel, Icare, qui est-il? Qui est-il? Le fils de Dédale, qui a construit le labyrinthe. Alors pourquoi est-ce qu'il a construit le labyrinthe? À cause de Pasiphae. Alors Pasiphae, c'était la femme de Minos, et en fait, elle est tombée amoureuse d'un taureau blanc, magnifique. Bon, voilà. Le problème, c'est quand elle accouche du Minotaure. Ça la fout mal vis-à-vis de Minos. Donc, elle appelle au secours Dédale, qui va aller fourguer le Minotaure à l'abri, enfin loin des yeux de son mari, dans le labyrinthe. Mais apprenant ça, bien sûr, Minos, il est un petit peu énervé. Donc, clac, il envoie Dédale et son fils dans le labyrinthe, et ils sont bien obligés d'en partir avec ces fameuses ailes en cire. Puis après, je vous dirai pourquoi ça a mal tourné. Donc, pourquoi Icare? D'abord, I comme inutile. En effet, l'angioscanner est une technique extrêmement validée, hein, c'est de l'evidence-based medicine, qui repose sur des études de suivi clinique avec des cohortes très importantes. Et je vais en citer qu'une d'étude, l'étude de Righini. Et Righini, dans le Lancet, il a montré que le risque de présenter un événement thromboembolique après un angioscanner thoracique, donc on n'anticoagule pas le patient et on le suit pendant 3 mois. Et quel est le taux d'événement thromboembolique, à votre avis? Presque 0,3%. Est-ce que Righini s'est servi de la double énergie? Non. Donc, pourquoi est-ce qu'on va faire compliqué quand on peut faire simple? Ensuite, E comme échec, parce que le gros argument là, des adorateurs du truc, c'est que ça rattraperait des injections sous-optimales. Là, je dis mon œil. Quand c'est raté, c'est raté. Et pourquoi c'est raté? C'est à cause de la compétition par le retour veno-cave inférieur, et c'est beaucoup plus important au cours de la grossesse et du postpartum. Par contre, quand c'est réussi, on voit très bien les petites embolies. Là, voilà un exemple, c'est une femme enceinte. Bien qu'on ait déclenché l'injection au moment du bolus, vous voyez que c'est complètement raté, parce qu'en début d'inspiration, elle a eu une majoration de son retour veno-cave inférieur fait de sang non opacifié, et qui a lavé complètement le contraste. Et donc, pour restaurer ça, il n'y a pas d'autre choix que de réitérer l'injection. Et par contre, quand c'est réussi, vous le voyez, on voit très bien des toutes petites embolies distales. Je crois que, Gilbert, je peux peut-être te repasser la parole. Alors, évidemment, vous avez vu qu'on s'adresse à la mythologie, donc c'est toujours des arguments un peu anciens. Et moi, j'aimerais vous montrer des arguments un peu nouveaux. Vous avez ici un papier qui est tout à fait récent, publié en 2017, vous montrant l'image classique de Madame Revel sur la gauche, l'image avec une double énergie, et un travail particulier de l'image qui vous permet de sensibiliser la détection de l'embolie pulmonaire. Et donc, le défect de cette artère pulmonaire est ici, montré en rouge, ce qui permet pour les plus jeunes, je parle à la jeunesse toujours, et pour les débutants, eh bien, de détecter les embolies pulmonaires de façon beaucoup plus simple. Par ailleurs, je vous ai parlé de perfusion pulmonaire. C'est une chose que les radiologues n'utilisent pas, sauf au niveau du cerveau. On a vu il y a 2 secondes au niveau du myocarde, pourquoi pas. Au niveau du poumon, seule la scintigraphie donnait une perfusion. Et vous voyez que ça apporte une dimension fonctionnelle au scanner. Et cette dimension fonctionnelle a, comme dans le papier que je vous cite ici, probablement l'étendue du défect de perfusion est liée à la contrainte sur le cœur droit, donc serait un facteur pronostic supplémentaire qu'il convient évidemment de valider par des études un peu plus larges, car comme je vous l'ai dit, la perfusion et la double énergie dans l'embolie pulmonaire est une technique relativement nouvelle et qui va se démocratiser, mais qui ne l'est pas encore complètement. Enfin,
Un argument, une présentation qui a déjà quelques années, faite par nos amis de Rouen, montrant un scanner d'embolie pulmonaire chez une femme enceinte. Vous voyez que l'opacification n'est pas extraordinaire, mais la présence simultanée d'une perfusion qui est normale renforce ou renforcerait la probabilité qu'il n'y ait pas d'embolie de petite taille qu'on ne verrait pas parce que l'opacification n'est pas satisfaisante. Enfin, quand il n'y a pas de contraste, tu peux jouer sur tous les kephs de la Terre, il n'y a pas de contraste, c'est raté. Donc il vaut mieux comprendre ce phénomène de l'inspiration, son effet sur les retours veineux caves supérieurs et inférieurs. Bon, alors j'ai le ICAR un peu à l'envers parce qu'on a dû intercaler nos diapositives, et donc là j'en suis à C comme c'est pas du tout spécifique. Voilà. Alors voilà, les défenseurs de la chose, comme Gilbert, disent que grâce aux petits troubles de perfusion, on va sensibiliser la détection des petites embolies. À ça, je réponds deux choses. D'abord, trouble de perfusion dans le poumon, ça ne veut pas dire artère bouchée, ça peut vouloir dire bronche malade. Et deuxièmement, tant qu'à détecter des troubles de perfusion, autant utiliser l'IRM parce qu'il n'y a pas d'irradiation. En plus, moi aussi, je peux frimer avec des images en couleur. Alors c'est vrai que la perfusion, vous voyez, ça sensibilise la détection des petites embolies. Il n'y a pas de flèche, mais vous voyez ici, là, en basse droite, ce petit défect. Voilà, encore une fois, la lacune et le trouble de perfusion, gna gna. Et quand on ne le voit pas dans le thorax, et ben, qu'on a un trouble de perfusion, c'est l'indication probablement à faire une exploration veineuse. Et là, vous voyez que sur le phléboscanner, il y avait cette petite thrombose de mollet. Bon, cela dit, quand vous avez une BPCO, vous voyez que vous avez aussi des troubles de perfusion, et quand vous avez une BPCO sévère, regardez la perfusion, c'est complètement ininterprétable. Et c'est quand même pas exceptionnel comme maladie, la BPCO. Et en plus, et c'est ça, je pense, qui va finir de tuer complètement la thèse, c'est que c'est même pas sensible, même pas sensible. Regardez ici une embolie avec des caillots dans le lobe supérieur. C'est un peu embêtant, cette absence de flèche. Et puis des caillots dans le lobe inférieur. Est-ce que vous voyez des troubles de perfusion? Non. Et pourtant, le patient, il a même un infarctus dans le lobe inférieur droit. Vous voyez cette petite condensation périphérique, triangulaire, à base d'implantation pleurale avec des clartériques centrales. And no defect on perfusion. Donc, pas spécifique, ok, et même pas sensible, c'est mort. Alors, cet argument, on l'a entendu dans le passé, c'est comme si on faisait des IRM qu'avec des séquences T1 sans les séquences T2. En fait, ce qui est important, c'est l'homogénéité de l'examen et la multiplicité des séquences qu'on va regarder les unes à côté des autres pour tirer parti du meilleur de chacune des séquences. Et ça, je pense que le scanner double énergie le permet aujourd'hui, et il est certain qu'un patient avec des trous dans le poumon liés à de l'emphysème, eh bien, évidemment, vous allez les détecter sur les coupes et vous devez toujours corréler les affaires. Alors, un exemple, vu dans la réalité, un patient sur les images de gauche avec, par chance, une sémiologie d'embolie pulmonaire et une seule embolie dans une artère sous-segmentaire au bout de la flèche rouge. Et vous voyez qu'on l'avait repéré parce qu'on avait détecté une image caractéristique d'infarctus au niveau du parenchyme pulmonaire. Regardez maintenant l'image de droite. Sur cette image de droite, vous ne voyez pas d'hétérogénéité du parenchyme pulmonaire, il n'y a pas d'hypodensité particulière, et pourtant, vous faites un scanner avec une double énergie et vous voyez apparaître très bien l'image triangulaire qui nous a permis de détecter une petite image de thrombose artérielle pulmonaire périphérique. Mais à quel prix? Regardez la dose. Alors ça, ce n'est pas un scanner qui a été fait dans mon hôpital, c'est un dossier qui m'a été adressé pour avis, pour une petite jeune fille de 17 ans, qui, grâce à la double énergie, dans des mains certes qui n'étaient peut-être pas suffisamment expertes, a quand même eu 334 de DLP. Quand moi, je vous fais l'angioscanner à une dose de 10 fois moins. Regardez, là, c'est un examen fait en postpartum. Donc, en postpartum, on essaie de pas trop irradier les seins qui sont en prolifération pour l'allaitement. Et vous voyez, la dose, là, 35 mg/cm. C'est juste 10 fois moins. En plus, ces embolies sous-segmentaires, mais on ne sait même pas s'il faut les traiter. Et on pense que d'ailleurs, ce n'est pas évident de les traiter. Vous voyez les recommandations de la Société européenne de cardiologie, dont Archid vous parlait tout à l'heure, et disent « questionable » et à cause du bleeding risk. Parce que les AVK, eh ben, vous savez ce que c'est les AVK? C'est la mort au rat.
Donc, avant de donner de la Morora aux patients, bon, quand il faut, mais pour des toutes petites embolies à la noix qui vont peut-être être thrombolisées toutes seules, je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure des choses à faire. Et ce n'est pas un service, alors ça je m'adresse aux plus jeunes, hein, arrêtez de psychoter sur le petit défait que vous voyez distalement sur une coupe et vous vous dites « Ah, ben dans le doute, je vais décrire hein, », ça s'appelle « overcalling » en anglais. Le overcalling, attention, les anticoagulants, c'est un traitement dangereux. Sur le fond, je ne suis que d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est quelque chose qui est bien connu. Il y a quand même un point où la double énergie doit nous apporter un avantage. Alors, sur la dose, il est bien certain que dans les services qui connaissent cette technique, la technique doit être optimisée comme chacun de nos examens, et que quand il est optimisé, il n'irradie pas plus ou à 10% de plus en apportant beaucoup d'informations supérieures, mais il faut y travailler. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que l'utilisation des images en keV bas va permettre d'utiliser beaucoup moins de produits de contraste. Et vous savez que notre population qui vient pour des recherches d'embolie pulmonaire, il n'y a pas que des femmes dans le postpartum, mais il y a beaucoup de gens âgés avec des fonctions rénales limites. Et donc, vous avez cette étude qui est sortie fin 2016, qui vous montre que la qualité des examens était aussi bonne avec une injection de 80 millilitres, c'est-à-dire 24 grammes d'iode, qu'avec une injection de 15 millilitres, soit 6 grammes d'iode en utilisant la double énergie. Et ça, je pense que c'est un point important. Pour les patients âgés, pour les patients fragiles, les patients de réanimation, la double énergie permet d'optimiser cette injection de produits de contraste, sans compter les économies qu'on peut faire par le même. Alors vous avez quelques indications anecdotiques, comme par exemple ce papier coréen qui permet de bien discerner l'embolie pulmonaire chez ce patient qui avait eu des vertébroplasties, l'embolie pulmonaire lié à l'embole de ciment avec une composition particulière. Vous l'avez sur le diagramme du bas. Ah non, c'est un truc qui apparaît. Voilà. Et soignez-moi, oui. Sur l'embolie du bas, on ne s'engueule pas d'ailleurs, c'est désagréable de dire ça. Et vous voyez très bien qu'on peut détecter cet embole de ciment et faire le diagnostic différentiel d'un embole artériel pulmonaire. Alors, moi, vous voyez, Gilbert, lui, se sert de la double énergie avec les trucs de toutes les couleurs. Là, il y a du violet, il y a du vert, il y a du rouge. Moi, je fais un truc beaucoup plus simple. Encore une fois, je regarde la fenêtre un peu plus large et je me rends compte que voilà, c'est un embole de ciment chez quelqu'un qui a eu une cimentoplastie. Vous voyez d'ailleurs que ça emprunte la veine azygos. Vous remarquerez le manque d'esprit scientifique de ma voisine. Continuons. Bon, alors, toujours dans le désordre, hein, mais voilà, c'est le jeu. A comme artefact. Parce qu'il y a toujours un petit peu d'intoxication là-dedans, que vous montrent les adorateurs de la double énergie, des images très esthétiques, rouges, oranges, un peu Disneyland, et on vous cache les images toutes pourries, pleines d'artefacts, ou le fait que le champ de vue est généralement insuffisant. Vous voyez quand même, ça c'est quand même un peu moins flatteur. Alors, pour terminer, évidemment, je vous incite à explorer cette nouvelle voie d'exploration au service des patients qui nous sont confiés. Et vous voyez que les indications sont multiples. L'embolie, l'hypertension artérielle pulmonaire est une excellente indication. Le diagnostic des mosaïques pulmonaires, atéectasie versus infarctus, vous avez vu tout ça. Et j'avance parce que le temps court. Pour conclure, vous avez bien vu au cours de ces 2 dernières journées que la double énergie est une technique en voie de démocratisation et en voie de diffusion générale. Elle apporte un élément nouveau au scanner, c'est la perfusion. Et ceci, dans le thorax, on n'avait pas de perfusion. Et je dois dire que cet élément perfusionnel, cet élément fonctionnel, me semble important à l'époque où nos amis et néanmoins concurrents de médecine nucléaire, acquièrent la perfusion et la ventilation. Et vous savez que cet examen scintigraphique du poumon n'est pas bon, mais ont maintenant à disposition des scanners de 64 barrettes à qui il ne reste plus qu'à injecter un peu de produit de contraste pour avoir à la fois l'anatomie et la fonction. Et donc, ne soyez pas des jeunes radiologues, jeunes d'esprit, jeunes d'âge, tristes, mais soyez des radiologues avec la double énergie, plein d'énergie et plein d'entrain pour aborder le futur et ses développements. Pikachu, la loose. Bon, ma conclusion, bien évidemment, va être différente. Bon, d'abord, Icare, comme vous le voyez, il n'a quand même pas très bien fini.
Et c'est une métaphore, parce que qu'est-ce qu'il a fait, Icare? Il a voulu s'échapper du labyrinthe, bon, jusque-là tout va bien, avec son papa Dédale, donc ils se sont fait des ailes en cire avec des plumes, et Dédale, en père attentionné, lui a dit « surtout, tu t'approches pas trop du soleil ». Mais il n'a pas pu résister, et c'est vraiment, voilà, l'homme, des fois, pousse loin l'exploration, même si ça met en jeu sa vie, et ça finit mal. Bon. On ne va pas pleurer non plus. Parole, donc, parole, parole. La double énergie pour le diagnostic d'embolie, à mon avis, est inutile, parce que ce n'est pas spécifique, ce n'est pas sensible, il y a souvent des artefacts, et c'est coûteux en doses et en dollars, et en euros. Bon, après, on peut se dire qu'il y a des choses chères et inutiles qui font plaisir, comme les produits de luxe, par exemple, mais on peut s'en passer. Et j'ai pu rentrer en contact avec Sir Godfrey, ouais, et vous voyez, comme il le dit, il est tout à fait d'accord avec moi. Hein, I think dual energy is an UCT, useless, complicated technique. Merci. Ah oui, ah oui. Et un petit save the date, puisque avec Gilbert, avec qui je suis néanmoins confraternellement ami, voilà, on va faire le meeting de notre Société européenne d'imagerie thoracique à Paris en mai 2019. Voilà. Merci. Merci à tous deux. J'ai des petites questions pour vous. Une question de Catherine. Alors, j'aurais des petites remarques. Alors, pour abonder dans le sens de Marie-Pierre, penses-tu, Gilbert, qu'une étude monochromatique puisse relever des artefacts de flux quand tu as des vaisseaux mal opacifiés en étude monochromatique? Est-ce que tu vas redresser ça? Je pense que cela peut aider. Après, ne me demande pas mon expérience personnelle qui a débuté il y a exactement 2 mois et qui est très limitée actuellement. Mais je pense que ça peut aider puisque tu vas voir s'il y a de l'iode à l'intérieur plutôt que des artefacts. Ça reste à montrer, ça reste à prouver. Mais aujourd'hui, je n'ai rien lu sur le sujet. En termes de cartographie d'iode, Marie-Pierre l'a souligné, les patients sont souvent polymorbides et on a souvent plein de pathologies chez ces gens. Tu vois qu'elle est assez d'accord avec moi. Hein. J'ai l'impression que le jury n'est pas tout à fait impartial. Je n'ai pas terminé, ne t'inquiète. C'est-à-dire les gens qui s'y connaissent. Quoi, mais... qui auraient des petits nodules bronchiolaires ou des plages d'hypoatténuation ou des plages d'atteinte des petites voies aériennes vont te donner des défects de perfusion. Absolument. De même que les pnéopathies infiltrantes. Donc il y a un gros problème et il va falloir de l'aide des constructeurs sur ces points. Non mais le but, c'est quand même de lire ces images de manière comparative. On ne va pas les lire séparément les unes des autres. C'est une intégration de l'information, sans intelligence artificielle, avec la seule nôtre, mais on a encore un peu d'intelligence. Donc tu peux faire une comparaison des images, de 2 types d'images, voire 3 types. On est tout à fait d'accord. En termes de manque de sensibilité, nous l'avons observé au cours des études, dans une étude préliminaire sur des CPC post-emboliques. Il n'est pas rare d'avoir des artères partiellement obstruées par des webs et des bandes, sans aucun défect de perfusion. Absolument. Et Marie-Pierre, tu ne l'as pas ressouligné là, mais le mini-MIP, en effet, est extrêmement intéressant, puisqu'il vous donne des images assez semblables à celles de la perfusion de cartographie. Assez. Pour abonder dans le sens de Gilbert maintenant, je pense que l'IRM, le CT de perfusion a un réel avantage dans le futur parce qu'il peut accélérer le workflow. Une fois qu'on a débroussaillé un petit peu tout ça et gardé exclusivement les images de perfusion, de défects de perfusion sur poumon sain, je pense qu'en mettant un petit centre de rotation et en se focalisant sur les zones de défects, on peut accélérer notre détection des petits emboles non évidents. Voilà. Absolument, c'est le début de mon expérience, va dans ce sens. Parfait. Écoutez, un grand merci. Je peux dire ce que je pense vraiment ou pas? On n'a pas beaucoup de temps, Marie-Pierre. On va l'emmener, allez, on s'en va. C'est parfait. Tu veux... Non. Donc, alors, parfait.